Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Comme prévu, je vais vous parler du courant de pensée philosophique, le stoïcisme. Donc j'ai intitulé Genèse, pérennité et art de vivre. Donc ce cours va se diviser en trois parties. Alors pour commencer, la Genèse, le commencement de l'école stoïcienne, ou l'école du portique, comme on l'a surnommé à l'époque, a été fondée par Zénon, au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors le stoïcisme est à l'origine connu sous le nom du zénonisme. Après par la suite on a enlevé le nom parce que c'était trop personnalisé, donc c'est vrai qu'il y a eu, je vais vous en parler, différentes formes de stoïcisme ou différents paradigmes. On ne va pas parler de schisme, de séparation du stoïcisme, parce qu'il y a eu des scolarques, plusieurs scolarques, donc c'est comme des professeurs, des scolarques. Mais revenons-en au sujet. Donc c'est, comme je l'ai dit, d'après le fondateur Zénon de Kition. L'origine du stoïcisme vient du stoa poikile, donc en grec, donc qui signifie le portique peint en français. Donc une colonnade décorée de scènes de batailles mythiques et historiques sur le côté nord de l'agora, donc de la place en grec, à Athènes, où Zénon et ses disciples se réunissaient pour discuter de leurs idées. Le stoïcisme est parfois appelé la philosophie du porche ou la stoa. Alors, toujours dans l'histoire du stoïcisme, il a pris un essor vers le milieu du IIIe siècle sous la direction de Chrysippe de Solès. Donc il fut le deuxième scolarque du portique après Cléante, qui était le successeur de Zénon. Alors, en ce qui concerne le développement de ce courant de pensée et sa pérennité, donc c'est un courant qui a évolué. Donc très tôt l'école, tout en gardant une remarquable unité quant aux dogmes fondamentaux, elle se scinda en tendances opposées qui continuèrent à diviser les stoïciens au cours des siècles. Le stoïcisme atteint Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Panétios de Rhodes y fonde une école stoïque. Donc stoïque, ça nous renvoie à ce terme cantoresque stoïque. Donc on a récupéré ce terme, voilà, c'était une petite digression de ma part, une petite parenthèse. Toujours intéressant de savoir d'où viennent l'origine des termes. Alors, donc celui-ci a étudié le stoïcisme à Athènes auprès de Diogène de Babylone et Antipatros de Tarse. Donc je parle de Panétios de Rhodes, respectivement 3e et 4e scolarque. Donc comme j'ai dit, il y a eu Cléante et Chrysippe, donc de l'école stoïque d'Athènes. Donc Panétios et son disciple Posidonios sont contre les doctrines éthiques de Chrysippe. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un petit peu des séparations, des contradictions, un peu comme dans tous les courants de pensée, que ce soit le matérialisme, l'atomisme, le rationalisme, la phénoménologie et d'autres courants de pensée. Ce qui est intéressant de voir que les pensées évoluent en fonction de ça, qu'elles ne restent pas figées. Après, ce qui fait la particularité du stoïcisme, c'est de rester sur la même ligne directive, quoi, hein, pour vivre bien et être dans une bonne morale et être quelqu'un de bien et être heureux. Il faut rester sur la même, pour faire court, sur la même ligne directive. Sinon, on se perd dans ses idées, dans ses émotions. Voilà, mais je reviendrai sur ça. Alors, en revenant donc justement par rapport à je ne vais pas dire ce schisme, mais cette séparation, donc ces philosophes sont trop éloignés ils considéraient qu'ils sont que Chrysippe s'était trop éloigné des racines platoniques et aristotéliciennes du stoïcisme. Parce que c'est vrai que le stoïcisme a des origines issues de Socrate aussi, de Platon et d'Aristote.
parce que c'est quand même légèrement un peu plus vieux. Après, nous sommes mal renseignés sur l'histoire de l'école à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est certain que jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, la doctrine stoïcienne était encore florissante dans l'Empire romain. Il suffit de citer les noms de Sénèque, Musonius, d'Épictète, de Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle qui a écrit des pensées pour moi-même, Sénèque, Tranquillité de l'âme, Lettres à Lucilius, il y a 29 lettres dont je vous conseille fortement quand vous commencez la philosophie, je l'ai déjà dit. Et il y a le fameux manuel d'Épictète et d'autres œuvres bien sûr. Alors, le choix fondamental du stoïcisme s'inscrit dans l'expérience et le choix à l'instar de l'épicurisme. Donc on voit que ces courants de pensée quand même se rejoignent, hein. Il n'y a pas une véritable dichotomie, une véritable séparation, c'est pas binaire quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Le choix, c'est fondamentalement celui de Socrate qui, dans l'apologie de Socrate relatée par Platon, déclarait: pour l'homme de bien, il n'y a pas de mal possible, qu'il soit vivant ou mort. Donc le choix stoïcien se situe ainsi dans la ligne directrice du choix socratique et il est diamétralement opposé au choix épicurien. Le choix stoïcien s'oppose également au choix platonicien dans la mesure où il veut que le bonheur, c'est-à-dire le bien moral, soit accessible à tous ici-bas. Donc c'est une doctrine qui est, courant de pensée qui est plus accessible et moins élitiste, on va dire. Alors en ce qui concerne donc l'art de vivre, c'est ça qui est intéressant. Contrairement aux autres courants de pensée, là, il n'y a pas que de la théorie, même si les autres écoles, bien sûr, il y avait la pratique. Là, il y a l'art, l'expérience stoïcienne consiste dans une prise de conscience aiguë de la situation tragique de l'homme conditionné par le destin. On n'est pas dans une forme de pessimisme, d'optimisme, mais de prendre conscience qu'il existe du tragique. Et qu'apparemment nous sommes libres de rien, car il ne dépend absolument pas de nous d'être beau, fort, riche, en bonne santé, d'éprouver le plaisir ou d'échapper à la souffrance. Tout cela, ils disent, dépend des causes extérieures à nous. Mais il y a une chose, et une seule chose qui dépend de nous, et que rien ne peut nous arracher. C'est la volonté de faire le bien, la volonté d'agir conformément à la raison. On pourrait tout aussi bien dire que le choix de vie stoïcien consiste dans la cohérence avec soi-même. Donc Sénèque, dans les Lettres à Lucilius, l'exprime bien. Il résume cette attitude par la formule « toujours vouloir la même chose, toujours refuser la même chose ». Je parlais de ligne directive, donc être toujours dans le même choix, pour ne pas dévier et ne partir dans tous les sens. Zénon, donc le fondateur du stoïcisme, définissait ainsi le choix de vie stoïcien, je cite, « vivre d'une manière cohérente, c'est-à-dire selon une règle de vie, une et harmonieuse, car ceux qui vivent dans l'incohérence sont malheureux. » À méditer, le discours philosophique stoïcien comportait 3 parties, la physique, la logique et l'éthique. Alors, ces parties sont appelées des espèces, des genres ou des lieux suivant les philosophes. Les stoïciens utilisent pour décrire cette partition de la philosophie plusieurs comparaisons qui reflètent des désaccords au sein de l'école. Alors, selon la première, c'est la physique qui constitue le centre, la philosophie comparable à un œuf, la logique et la coquille, le blanc l'éthique et la physique, le centre, donc le jaune. Selon 3 autres, c'est l'éthique qui occupe la place principale. Alors, n'oublions pas que éthique, ça veut dire habitude, mœurs. Après, par extension, ce terme, on parle d'éthique, de morale, a évolué dans les courants de pensée et dans notre société contemporaine. La philosophie, donc, est un champ fertile. Donc, tout ça, c'est des images, c'est des métaphores. La terre et la physique, les fruits et l'éthique, et le mur qui l'entoure, la logique. La logique, ça pourrait être la dialectique aussi, la manière de s'exprimer de manière individuelle. Il compare enfin la philosophie à un être vivant, comparaison qui diffère des précédentes pour souligner que les 2 parties,
de la philosophie ne sont pas séparables. Ainsi, par exemple, pour Posidonios, comme je l'ai cité, la physique est son sang et sa chair, la logique ses os et ses tendons, et l'éthique est son âme. Donc ça rappelle un petit peu, c'est une image, une allégorie. Enfin, pour Sénèque, l'éthique forme le cœur de la philosophie. Alors, en ce qui concerne donc les exercices de la vie stoïcienne, par la suite de la perte de la plus grande partie des écrits des fondateurs donc, du stoïcisme, Zénon et Chrysippe, nous possédons dans le cas du stoïcisme beaucoup moins de témoignages sur les exercices spirituels pratiqués dans l'école que dans le cas de l'épicurisme. Même si c'est vrai que chez Épicure, on a retrouvé que les 3 lettres Ménécée, Épicure et lettres à Hérodote. Il y a beaucoup de Lucrèce, là je fais une digression, qui a écrit des Rerum Natura et qui reprend la pensée épicurienne. Donc pensée atomiste, matérialiste, le jardin d'Épicure. Alors les plus intéressants, donc en ce qui concerne donc les exercices, tout ça, ce sont ceux de Cicéron, de Philon d'Alexandrie, de Sénèque, comme j'ai déjà cité, d'Épictète, de Marc Aurèle, et ils sont quand même relativement tardifs parce que ça date du 1er et du 2e siècle après notre ère. Mais ils nous révèlent, selon toute vraisemblance, une tradition antérieure dont on peut entrevoir des traces dans certains fragments de Chrysippe et même de Zénon. Il apparaît donc que le stoïcisme, les parties de la philosophie ne sont pas seulement des discours théoriques, mais des thèmes d'exercice qui doivent être pratiqués concrètement afin de vivre en philosophie. Alors, concernant la logique, il y aurait une pratique quotidienne de la logique appliquée aux problèmes de la vie de tous les jours. Pour mettre en pratique la physique, un premier exercice consistera à se reconnaître comme partie du tout, à s'élever à la conscience cosmique, à s'immerger dans la totalité du cosmos. Donc, cosmos, c'est les lois de l'univers. L'exercice de la définition est à la fois logique et physique. La pensée de la mort ou l'exercice de la prévision des difficultés est à la fois physique et éthique. Alors, pour conclure, à cette philosophie pratiquée, à cet exercice à la fois unique et complexe de la sagesse, les stoïciens opposent le discours théorique philosophique formé de propositions qui comprend comme parties distinctes donc la logique, la physique et l'éthique. Ils veulent dire par là que lorsque l'on veut enseigner la philosophie et inviter à sa pratique, il faut bien discourir, bien parler, c'est-à-dire bien exposer la théorie physique, la théorie logique et la théorie éthique dans une suite de propositions. Donc on reste dans la théorie, dans de la didactique, de l'apprentissage. Et lorsqu'il s'agit d'exercer la sagesse, c'est-à-dire de vivre philosophiquement tout ce qui a été énoncé séparément dans l'enseignement, doit maintenant être vécu et pratiqué de manière inséparable. Donc comme monolithique, comme un bloc. Donc on apprend de manière séparée, avec des propositions, la théorie éthique, la théorie physique et la théorie logique. Pour les stoïciens, c'était en effet la même raison qui était à l'œuvre dans la nature et la physique, dans la communauté humaine, et l'éthique, et dans la pensée individuelle et la logique. L'acte unique du philosophe s'exerçant à la sagesse venait de coïncider avec l'acte unique de la raison universelle, présente en toutes choses et en accord avec elle-même. Voilà, je vais juste vous montrer alors, des œuvres que j'ai lues et qui parlent de stoïcisme ou des philosophes. Alors, il y a bien sûr Cicéron qui a écrit sur le droit, donc De finibus bonorum et malorum, fin des biens et des maux. Cicéron, donc, qui parle, j'avais déjà parlé de Cicéron, d'épicurisme, de stoïcisme. Après, il n'est pas évident à classer dans un courant de pensée. Il a quand même critiqué dans cette œuvre-là, du moins pas critiqué, mais essayé de l'épicurisme, mais il en parle donc à la fois, c'est assez, comment dire, il se contredit un petit peu, je trouve. Après,
Donc comme je vous ai parlé, il y a lettres à Lucilius, pardon, 29 lettres. Donc pour moi c'est la base, hein. Si vous voulez commencer à appréhender le stoïcisme, vous lisez lettres à Lucilius et de surcroît la philosophie. Très intéressant. Donc c'est des discours, des lettres d'enseignement et des questions que son jeune élève Lucilius tend à aller plus vers l'épicurisme et avec la dialectique et la rhétorique, Sénèque essaie pas de l'enrôler mais de le diriger plus vers une philosophie stoïcienne. Ensuite il y a de la vie heureuse qui se lit assez facilement, suivi de la tranquillité de l'âme. Donc ça j'en avais parlé, la tranquillité de l'âme, on revient à la notion d'ataraxie, donc et même d'aponie, ça c'est l'aponie, donc c'est A-P-O-N-I-E, donc c'est l'absence de douleur physique, pour faire court, et l'ataraxie c'est l'absence de douleur psychique, intellectuelle, morale. Ensuite il y a Épictète de la liberté et précédé la profession de cynique. Parce que c'est vrai que le stoïcisme s'est aussi inspiré du courant de cynisme, ils se sont inspirés aussi comme je l'ai dit, du platonicisme, des courants aristotéliens, voilà. Après, j'ai déjà fait une vidéo sur Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Donc là, il y a 12 livres qui se lisent assez facilement, je vous le conseille fortement. C'est vraiment très personnel, il écrit pour lui-même et il donne des conseils. Il remercie aussi sa famille, ses amis, ceux qui l'ont aidé. Donc il y a un hommage, il y a un témoignage très, très intéressant. Et je voulais... alors c'est Marguerite Yourcenar, donc Mémoire d'Adrien, Adrien qui a été un empereur. Qui avait adopté donc Antonin le Pieux plutôt. En réalité, il y a un lien de parenté avec plus ou moins éloigné avec Marc Aurèle, parce que Adrien avait adopté son fils, après il est mort, et Marc Aurèle a été adopté. Bon, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste à la fin de la vidéo, il y aura une citation, un petit texte en latin très limpide, très clair d'Adrien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la mer Adriatique. Ça s'écrivait avec un H à l'époque. Et le mur d'Adrien, qui sépare l'Angleterre de l'Écosse à l'époque des guerres. Et pour finir, un livre qui m'a beaucoup inspiré justement pour écrire ce cours, c'est Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. Alors là, il retrace tous les courants de pensée, l'épicurisme, le platonicisme, le cynisme, le pyrrhonisme, tous les courants antiques de la Grèce et de la Rome. Et ça se lit assez facilement et c'est vraiment intéressant, quoi. Je vous le conseille. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'ai pas encore prévu pour une prochaine vidéo, mais les idées fusent, donc j'aime bien pas trop être sur l'instant présent et faire une vidéo qui m'inspire au jour le jour. Donc c'est peut-être mon état ou ma philosophie stoïcienne qui ressurgit là à l'instant T. Et vivre sur l'instant T, l'instant présent, oui bien sûr l'instant présent, mais là je vous parle, l'instant il est passé, quoi, donc le présent il est déjà derrière nous. Donc vivre chaque seconde, comme disait Sénèque, et penser que l'instant qu'on est en train de vivre, c'est le dernier de notre vie. Donc c'est une manière de vivre pleinement chaque seconde, moi je dirais même sur la durée, donc en secondes. Voilà, je vous remercie, je vous dis, souhaite un bon week-end, et vous pouvez vous abonner en bas à droite sur la chaîne philosophique, mettre des j'aime ou me suivre. Au revoir, merci.